L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver. On se retrouve désormais tous les samedis à 12h50. Oui. Voilà, le rendez-vous est installé. Bonjour cher Luc. Bonjour chère Marie. Voilà, 1 heure ensemble pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner, aller plus loin. Parce que je le dis souvent, ça va vite, parfois trop vite. Première émission de l'année 2025. Très bonne année, cher Luc Ferry. À vous aussi, voilà. chère Marie. Merci, c'est très gentil. Et j'ai envie de démarrer cette émission parce qu'on l'a aussi parlé ensemble. Oui. Savoir ce que vous souhaitez pour cette année 2025. Les sujets sont nombreux. Quels sont, vos sujets sur lesquels vous voulez finalement dérouler et ouvrir cette année? Bon, si j'avais la baguette magique, ce que je voudrais, c'est qu'on change carrément de régime, qu'on passe à une autre république, en tout cas un autre système électoral. Il faut plus qu'une baguette magique, voilà. Et je vous explique pourquoi. Parce que moi, j'ai des amis gaullistes, notamment au Figaro, évidemment mon journal préféré, des gens que j'aime beaucoup et qui sont très hostiles à la proportionnelle, qui disent mais si on abat le scrutin majoritaire, alors c'est toute la Ve République qui saute. Et en effet, moi, je suis plutôt pour un système à l'allemande. Mais c'est un vrai débat. Et pourquoi je suis pour une autre République? Parce que je pense que dans le contexte actuel où 6 courants politiques, avant on avait 2 blocs, on avait la droite et la gauche. Maintenant on a 6 courants, pas du temps du général de Gaulle, bon, mais même après. Là on a 6 courants politiques qui se détestent entre eux. On est vraiment dans la société de la haine. Hein. Et je pense que pour en sortir, il n'y a pas moyen de faire autrement que de retrouver une majorité absolue à l'Assemblée. Sans majorité absolue à l'Assemblée, Bayrou et son gouvernement ne pourront rien faire de plus que de gérer ce qui est consensuel, c'est-à-dire Mayotte et les agriculteurs. Peut-être un peu la réforme des retraites, parce qu'il y a, comme disait Bergeron, il y a du grain à moudre, mais sinon, aucun sujet difficile, courageux, ne sera possible à traiter. Et certains parlementaires ont peur de forcément une année blanche à l'Assemblée nationale, l'impossibilité d'avancer. Ce sera forcément le cas, sauf sur les sujets consensuels. Encore une fois, Mayotte, les agriculteurs, on peut faire des choses. La réforme des retraites, on peut faire des choses parce qu'elle est très injuste, on peut la rendre plus juste. Bon, mais en revanche, pour ce qui est de vraiment réformer la France, ça n'est pas possible. Pourquoi? Je vous dis pourquoi c'est pas possible. Parce que 65% des électeurs ne sont pas représentés par ce gouvernement. C'est pas jouable. En gros, le Rassemblement national, c'est presque 40% aujourd'hui. Il ne cesse de progresser. Il ne cesse de progresser. Et le NFP, le nouveau Front Populaire, c'est en gros 27%, pas loin de 30%. Donc si vous comptez, ça veut dire que 65% des Français, des électeurs français, ne se reconnaissent pas dans ce gouvernement de Bayrou, qui est pas mauvais. Moi, je n'ai rien contre ce gouvernement, il est plutôt bon. Et on y reviendra un peu plus tard. Il n'est pas représentatif, donc il ne peut rien faire de courageux. Courageux, ça veut dire quoi? Courageux, ça veut dire aller contre l'opinion publique. C'est ça le courage. Le courage, alors, c'est être en avance sur l'opinion publique. Si vous voulez, quelqu'un pour qui Dieu sait, j'ai jamais voté pour lui, mais François Mitterrand, quand il supprime la peine de mort, 75% des Français sont contre lui. Ouais. Ça, c'est courageux. Et Dieu sait que les manifestations étaient nombreuses et virulentes. Et ça, c'est un vrai courage. Badinter, voilà. Bon, mais là, aujourd'hui, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il faut travailler plus si on veut éviter le déclin de la France pour nos enfants. Il faut travailler plus. Travailler plus dans la semaine, les 35 heures, bon, on voit à quel point c'est absurde. Et puis, on a la question de la réforme des retraites. Il faut travailler plus longtemps. Mais 70% des Français sont hostiles à ça. Donc si vous n'avez pas de majorité absolue, vous ne pouvez pas être entre guillemets courageux. Le courage, ça consiste à ne pas être dans la démagogie. La démagogie, ça veut dire être toujours dans le sens de la majorité. Mais en quoi changer de régime? Parce que vous dites des mesures qui ne sont pas courageuses, ils n'ont pas le courage, sont peut-être aussi tous en partie obsédés par des échéances. La censure. Voilà, la censure. Effectivement. Et l'intérêt du Rassemblement national, c'est quand même... Alors, c'est malgré tout de faire tomber le gouvernement, l'intérêt de l'extrême gauche aussi, parce que ça précipitera, ça finira par obliger Macron à démissionner. Voilà, parce qu'à un moment, si on a 3 censures dans l'année, c'est pas jouable. Et puis la dissolution serait encore pire pour Macron, puisque le Front National, le Rassemblement national monte. Donc vous voyez, moi ce que je voudrais, c'est qu'on ait un système dans lequel nos gouvernants soient obligés, non pas d'avoir des fausses majorités, parce que Macron, 80% des Français sont contre lui aujourd'hui. Non pas des fausses majorités, mais des majorités construites comme en Allemagne. Voilà, pendant 4 mandats, Madame Merkel, alors on peut, moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait, bon, mais peu importe, mais en tout cas pendant 4 mandats, elle a eu 70% des Allemands avec elle.
Voilà. Qui la soutenait. Voilà. Bien sûr qu'il la soutenait. Pas forcément d'accord avec son gouvernement. Non, mais qui soutenait la coalition. La coalition. Voilà. Et donc, du coup, elle avait une vraie majorité parce que c'était une majorité construite avec cette obligation, si on renverse le gouvernement, d'avoir une censure positive. C'est ça que je défends. Mais vous pensez que notre société est prête à ça aujourd'hui ? Il n'y a pas de différence génétique entre les Allemands et les Français, que je sache. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on On a souvent dit que la culture du compromis était impossible et vraiment pas une spécialité française. Mais parce qu'on a le scrutin majoritaire. C'est ça. Mais donc on en revient à cela. Voilà. Et encore une fois, je comprends très bien mes vieux amis gaullistes qui disent « Mais non, tu ne comprends pas, tu vas faire tomber la Ve République. » Ben oui. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils disent le scrutin majoritaire, c'était formidable parce que ça nous permettait d'avoir des majorités. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le scrutin majoritaire ne donne de majorité à personne, ni à l'Élysée, ni au Parlement. Donc le scrutin majoritaire ne nous a pas protégés. On est dans une situation de 4e République avec un scrutin majoritaire. Donc les gens qui me disent le scrutin majoritaire nous a protégés de la 4e République et du régime des partis, ça a été vrai tant qu'on avait 2 blocs. Mais c'est faux quand on a 6 partis. Là, encore une fois, on a les LR, on a le Parti Socialiste, on a l'extrême droite, l'extrême gauche, on a le centre et les écolos. Et qui sont tous en partie obsédés par quoi 2027 et une nouvelle élection présidentielle. Ils ne peuvent pas s'encadrer, ils ne peuvent pas se supporter, ils ne peuvent pas se blairer, pardon de le dire, mais regardez, et même à l'intérieur du bloc central, ils ne peuvent pas se voir. Oui, entre LR et socialistes, et même à l'intérieur des centristes, on a Gabriel Attal, on a Édouard Philippe, on a Bayrou, ils sont tous les 3 candidats à la présidence de la République potentiellement, ils ne peuvent pas se voir. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est dans un système qui est mort aujourd'hui. J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Donc pour 2025, vous souhaitez passer à quoi ? Une 6e République ? Moi, qu'on imite ce qui marche en Europe, c'est-à-dire notamment le modèle allemand, voilà. Et en plus, je trouve que ça n'a plus aucun sens d'avoir un monarque à l'Élysée qui décide de tout et de rien, qui peut décider sans passer par le Parlement d'aller bombarder Daesh en Syrie. Je pense qu'ils ont bien fait, mais c'est pas normal que ce soit un petit bonhomme tout seul qui décide pour 68 millions de Français. Ça n'a pas de sens. Vous faites référence effectivement aux dernières frappes qui se sont déroulées il y a une quinzaine de jours. Je pense qu'il avait raison. En Syrie contre l'État islamique. Mais si on était dans un régime politique adulte, enfin on est des adultes. Marie, vous et moi, on est des adultes. On n'est pas. Là, on est dépendant d'un petit monarque. Enfin, écoutez, franchement, la Ve République, elle était taillée pour le général de Gaulle. Oui. Bon, après. Regardez, bon, je veux pas être désagréable. Enfin, ne le soyez pas. Hollande et Macron, c'est pas le général de Gaulle. Voilà, j'y peux rien, c'est pas de leur faute. Oui, mais est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut incarner justement Non, c'est pour ça que je suis pour un régime parlementaire avec une élection du Premier ministre par un Parlement et avec une obligation, si on veut renverser le Premier ministre, d'avoir une censure positive et de construire des majorités en discutant, en ayant une culture du compromis, une culture du dialogue, une culture de l'argumentation comme en Allemagne. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On débutait cette émission, je vous demandais que souhaiter pour 2025. Si vous aviez une autre baguette magique, oui. qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cette nouvelle année ? Au niveau mondial maintenant, et pas au niveau français, je souhaite évidemment la fin de la guerre en Ukraine. Et alors je sais que ce que je vais dire n'est pas populaire, mais je compte beaucoup sur le président américain, sur Donald Trump pour y arriver. Et je pense que son intérêt à lui, ça n'est pas de donner intégralement raison à la Russie. C'est pas vrai. Je pense qu'il a intérêt à trouver une solution équilibrée. Même si il a quand même un tropisme pro-russe. Il a un tropisme pro-russe, mais son intérêt n'est pas de laminer l'Ukraine. Bon, moi, je suis désolé de le redire, mais je pense que la guerre ne commence pas. Alors, c'est ma thèse depuis le début, et je pense que maintenant, il faut quand même. C'est difficile de ne pas le comprendre. La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Ce qui est derrière, c'est la guerre du Donbass. Et la guerre du Donbass, elle fait pratiquement 15 000 morts, dont 5 ou 6 000 civils massacrés de manière abominable par des bataillons privés comme le bataillon Azov. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quel que soit le président de la Russie, aucun président russe n'aurait accepté ça. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, pardon de le dire, je sais que ce sera très mal pris, mais la chance pour les Ukrainiens, c'est que ce soit plutôt Poutine que Medvedev. Medvedev aurait été 1000 fois pire que Poutine. Oui, effectivement, je ne suis pas sûr que les Ukrainiens... Medvedev ne cesse de dire si j'étais à la place de Poutine, il l'a dit 50 fois, j'aurais utilisé l'arme à neutrons.
Macron, j'aurais utilisé le nucléaire tactique, et il l'aurait fait. Mais est-ce que vous voyez dans les propos récents de Zelensky un bouger? Il parle de l'imprévisibilité de Donald Trump qui pourrait mettre fin à cette guerre. Évidemment. Il pourra mettre autour d'une table ces deux acteurs. C'est inévitable. Vous savez, on va passer les 600 000 morts. Moi, j'ai un ami général qui me disait on est plutôt autour d'1 million de morts. Pour rien. Tous ces gens qui disaient l'Ukraine va gagner la guerre, elle est perdue pour l'Ukraine. Elle est perdue. Donc, vous savez que ce type de propos et ce type de position n'est pas entendu par certains. Surtout pas ici, mais bon, peu importe, c'est quand même la vérité. On disait il y a 2 ans, j'entendais partout, la contre-offensive ukrainienne, ils vont gagner. Ils ont perdu la contre-offensive. Maintenant, le Donbass est occupé par la Russie, et donc l'enjeu, c'est de sécuriser, c'est d'accorder une sécurité à l'Ukraine, en tout cas à ce qui restera de l'Ukraine, le plus possible, moi je le souhaite, mais c'est d'accorder une sécurité, une réelle sécurité à l'Ukraine, mais aussi à la Russie. Avec des Ukrainiens qui bougent aussi dans leur opinion publique. Et regardez 38% sont prêts aussi à faire des concessions territoriales. C'était 26% en février 2024, il y a un an. Mais bien sûr que oui. Et tous ces jeunes Ukrainiens qui partent à la guerre ne veulent plus partir à la guerre. Comment voulez-vous qu'ils aient envie de partir à cette guerre qui est perdue dans les territoires du Donbass, en tout cas. Et donc, il faut dire la vérité, c'est pas la peine de tourner autour du pot. La question aujourd'hui, c'est de sécuriser le territoire ukrainien, donc tel que la négociation avec la Russie sous l'égide de Donald Trump le définira. C'est de sécuriser au maximum ce territoire ukrainien, mais aussi de renoncer à massacrer Écoutez, lisez le livre d'Edgar Morin. Edgar Morin n'est pas un fasciste. Et il dit il faut absolument que l'Ukraine accepte de renoncer, de massacrer les russophones du Donbass. Enfin, c'était délirant, cette guerre du Donbass. On envoyait une dizaine de milices privées pour aller massacrer les russophones qui s'étaient déclarés dans le Donbass république séparatiste autoproclamée. Et là, on est dans les années 2014. Ça commence en 2014, mais ça n'a pas changé. Et donc, évidemment que la Russie récupère ces territoires peuplés majoritairement, ils étaient peuplés majoritairement de russophones. Et je rappelle toujours que la première décision sur la place Maïdan en 2014, c'est de déclasser la langue russe, de dire c'est plus la langue officielle. Mais les mecs là-bas, à l'est, au sud, ils ne parlent que le russe. Et la langue, ça touche au cœur. Ils parlent le russe au bistrot, en famille, en regardant la télévision. Et dire c'est plus la langue officielle, mais on peut pas faire plus bête. Donc toute cette histoire, cette guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Et il faut qu'on trouve maintenant une solution. Malheureusement, l'Union européenne s'est mise dans la roue de Joe Biden. Heureusement, on a un autre président aujourd'hui, en tout cas heureusement là-dessus. Et je pense que Donald Trump est celui qui est peut-être capable de trouver une solution. En tout cas, l'Europe n'est plus dans le coup. L'Europe n'est plus dans le coup, mais régler le problème en 24 heures, comme l'avait proclamé Donald Trump lors de sa campagne, paraît pas non plus réaliste. On est d'accord sur ce point. Attends, Donald Trump est un narcissique qui a un penchant au délire et au mensonge qui est hélas navrant. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça n'est plus l'Union européenne, ce sont les États-Unis de Trump qui sont capables de régler le problème. Et surtout que, on a cette affaire de gaz russe qui n'arrivera plus. Donc pour l'Allemagne, c'est une catastrophe pour la Suède, pour l'Allemagne, pour un certain nombre de pays européens. Pour beaucoup de pays européens, notamment les pays de l'Est, donc ça va aussi les faire changer d'avis. Mais tout ça est absurde. Cette guerre est la plus bête de toute l'histoire des guerres. Voilà. Et donc il faut qu'on en sorte en protégeant ce qui restera de l'Ukraine après la négociation. Je n'en sais rien, mais le plus possible sera le mieux, évidemment. Et on ne peut que souhaiter ça, mais protéger aussi protéger l'Ukraine, c'est aussi protéger une conférence sur la sécurité en Europe, c'est aussi protéger la Russie. Mais pour le moment, les contacts avec Vladimir Poutine sont quasi inexistant. Non, bien sûr, mais pour l'instant... Trump a vu Zelensky à Paris. Mais bien sûr, tant que Trump n'est pas installé au pouvoir, tout le monde a intérêt à avoir la position de force la plus puissante pour que la négociation se fasse pour chacun des deux dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, l'Ukraine a perdu. C'est que je vous dis, on peut dire c'est navrant, c'est désolant, et c'est évidemment... Et vous savez qu'avec ce type de propos, vous nous
n'allez pas vous attirer que des roses, mais forcément... Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Il n'y a pas un général sur Terre qui peut dire le contraire. Donc l'Ukraine a perdu. Après combien 250 milliards d'armes données à l'Ukraine, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Oui, c'est sûr que le soutien a été omniprésent. Ça n'a servi qu'à augmenter le nombre de morts. Donc tout ça est absurde. Je veux dire, il faut dire la vérité maintenant. Sarkozy avait raison, Fillon avait raison, Védrine et Villepin disaient des choses assez raisonnables sur le sujet. Bon, il faut quand même écouter c'est pas des imbéciles non plus, c'est pas des fous furieux, c'est pas des fanatiques, c'est pas des pro-russes délirants. C'est juste, cette guerre est idiote et on va arriver à 600-700 000 morts, encore une fois, pour rien. Avec des crimes de guerre abominables. Et en plus, quel est le résultat final? C'est que Poutine apparaît comme le leader du Sud global. Vous trouvez ça intelligent? Il fait plus qu'apparaître, en tout cas, il l'est. Et regardez ce qui se passe en Afrique. Poutine est en train de prendre notre place de nous, Français, en Afrique. On disait la Chine-Afrique, maintenant c'est la Russe-Afrique. Et donc, on a réussi à installer Poutine en leader du Sud global, c'est-à-dire des 2 tiers de la planète. Et en ça, c'est aussi un échec, vous dites. Évidemment, c'est un échec majeur. Et par ailleurs, on a réussi avec les sanctions. Moi, j'avais publié dès 2014 un article contre les sanctions de la Russie, non pas par amour de la Russie, mais parce que ça a poussé la Russie à réorganiser toute son économie vers le Sud global, vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Afrique. Et aujourd'hui, la Russie est en train de prendre notre place en Afrique. Regardez chaque fois ce qui s'est passé, regardez au Mali, les panneaux très grossiers contre la France. Qui vont plus que des drapeaux parfois brûlés également. Vive la Russie, je veux dire. Pardon. Mais des sanctions qui commencent aussi à avoir quelques conséquences pour l'économie russe. Hein. Ça aussi, c'est une réalité. Mais la principale conséquence, c'est de la réorienter vers le Sud global. Ouais. C'est-à-dire que, alors que c'est pas du tout notre intérêt. Notre intérêt n'est absolument pas de transformer Poutine en leader du Sud global, et notre intérêt n'est absolument pas de créer un axe sino-russe contre nous. Enfin, c'est délirant ce qu'on a fait depuis 2022 et même depuis 2014. Luc, à ce moment de l'émission, vos souhaits pour 2025. Bon, si vous aviez une baguette magique, on l'espère évidemment. Oui. J'aimerais qu'on s'arrête sur des images et qui rejoignent un peu les premières observations du début de cette émission, de ce premier Conseil des ministres de rentrée, et puis équipe soudée. Voilà, vous voyez tous ces sourires. Est-ce de la posture? On se pose la question. Et ce sondage paru par nos confrères du Figaro. Dur pour François Bayrou, parce qu'ils le disent, les Français, 86% d'entre eux estiment qu'Emmanuel Macron sera contraint de nommer un autre Premier ministre cette année, en 2025. Est-ce que ça s'accompagnera, comme vous le souhaitez, d'un changement de régime? On l'ignore. Mais voilà, ça aussi, cela dit quelque chose de notre société, de la vision qu'ont les Français de notre vie politique. Alors moi, ce que je pense sur ce sujet, j'ai dit, Bayrou, c'est l'homme qui est du consensus, c'est l'homme qui est capable d'éviter la censure, sauf sur le budget. Donc, ce que je vous dis très clairement, c'est que si Bayrou est capable de franchir l'étape du budget, mais c'est pas du tout certain. Quand je dis qu'il va rester, je peux parfaitement me tromper, hein, il faut être clair. Donc, s'il franchit l'étape du budget, alors après, il n'y a aucune raison pour qu'il soit censuré. Parce qu'il va s'occuper de quoi? De donner de l'argent aux paysans, tout le monde est pour. De donner de l'argent à Mayotte et de sécuriser Mayotte. Mais tout le monde est pour. Personne de LFI au Rassemblement national ne va s'opposer à ce qu'on ait de Mayotte. Donc il va s'occuper des questions qui sont consensuelles. Et sur la réforme des retraites, il y a des marges de manœuvre, parce que c'est une réforme très injuste. Il y a donc des marges de manœuvre, on peut progresser sans plomber pour autant le budget. Et il ne veut absolument pas la suspendre sur la réforme des retraites. Il faut la modifier. Mais la reprendre. Mais il a raison. Oui. Et donc, en revanche, il est très possible qu'il ne passe pas l'épreuve du budget. Et donc, moi, je ne suis pas cinglé. Il peut très bien être renversé dès le mois de février. Et c'est très possible. Hein. Encore une fois, je peux parfaitement me tromper quand je dis qu'il restera jusqu'à la fin. Mais s'il passe l'épreuve du budget, il restera, parce qu'après, il ne s'occupera que du consensuel. Mais ça veut dire aussi qu'on ne réformera pas la France et qu'on continuera à décliner. Parce qu'encore une fois, pour réformer courageusement, ça veut dire quand la majorité des Français n'est pas d'accord. Voilà. Il faut la majorité absolue. C'est pour ça que je dis que dans l'état actuel des choses, moi qui ai défendu la Ve République, ce régime et ce scrutin majoritaire pendant 50 ans, aujourd'hui je dis qu'avec 6 courants politiques qui se détestent entre eux, ça n'est plus jouable. Il a eu ces mots, François Bayrou. Il existe un chemin pour sortir de cette période d'instabilité. C'est quoi? C'est de la méthode Coué, du déni? Ou il ne peut pas dire forcément autre chose? Il ne peut pas dire autre chose. S'il disait on va tous se planter, je vais foirer totalement, ce serait un peu étonnant. Donc il est bien obligé de dire qu'il y a un chemin dans l'Himalaya. Mais encore une fois, l'étape, c'est le budget. Or,
ce qui est très dangereux avec... C'est pas le discours de politique générale, pardonnez-moi, je vous interromps, parce que... il n'est pas obligé de mettre sa démission en jeu. Sauf qu'une motion de censure peut être déposée par les oppositions. Voilà. Est-ce que... c'est pas le moment idéal. Le moment idéal, c'est le budget. Le problème, c'est que aussi bien l'extrême gauche que le Rassemblement national ont intérêt, il faut être honnête, ils ont intérêt à faire tomber Bayrou et à faire tomber systématiquement les gouvernements pour provoquer une élection présidentielle. Parce que beaucoup de gens avaient dit, mais voyez, Marine Le Pen, elle a censuré Barnier, elle va perdre des points dans les sondages. Non, elle a pris 3 points dans les sondages. Absolument, ça n'a fait qu'asseoir en effet et sa stature. Et si elle fait tomber Bayrou, elle prendra encore 3 points. D'ailleurs, une image, peut-être que vous avez remarqué, ses vœux. Oui. Ces vœux ont été tournés dans un lieu neutre, mais des dorures. Des dorures et un drapeau français. À l'inverse d'un président de la République, Emmanuel Macron, qui lui a fait ses vœux sur un fond beaucoup plus neutre. Elle s'y voit déjà ? C'est ça sa stratégie, très claire. En plus, c'est probablement pour elle la dernière possibilité d'être élue présidente de la République. Elle a 40% des Français avec elle, ce qui est quand même énorme. Et encore une fois, ce gouvernement, 67% des Français ne se reconnaissent pas en lui. Et même ceux qui se reconnaissent plus ou moins en lui, c'est quand même un gouvernement divisé en 3. Socialiste, LR et Centre lui-même divisé en 3. Donc tout ça ne tient pas debout. Pour ça que quand j'ai dit que Bayrou allait rester, qu'il allait réussi à rester jusqu'au bout, j'ai pris vraiment des risques. Je peux parfaitement me tromper. Encore une fois, on sortira le placard à archives. Le budget, oui, vous remettrez les on remettra la bande parfaitement stupides que j'ai tenus il y a 15 jours. Pas stupide, mais une prise de risque. Des fois, ça fait du bien. Mais je pense, encore une fois, c'est très clair ce que je dis, c'est s'il passe le budget, il restera, oui. Mais s'il passe pas le budget, dans ce cas-là, on aura une série de censures. Et très sincèrement, Macron sera à un moment ou à un autre, il sera obligé de partir. J'évoquais les vœux du président de la République, Emmanuel Macron, le 31 au soir. Référendum, consultation, ça a été mis sur la table, mais sans jamais prononcer le mot. Vous dites, c'est le seul moyen pour lui d'exister encore un peu ? Oui, d'exister en termes de communication. Je voyais que dans le Figaro d'aujourd'hui, donc mon journal préféré, que 67% des lecteurs du Figaro veulent des référendums. Le Rassemblement national veut des référendums. Je suis désolé de le dire, ça n'a aucun sens. Pardon, là encore, je... Pourquoi ? Mais quelle est la question ? Alors ça. Quelle est la question ? Ça n'a pas de sens. Vous dites alors un référendum sur l'immigration. Est-ce que vous, les Français, vous êtes pour l'immigration illégale et pour qu'on garde les OQTF, surtout s'ils appartiennent à Daesh ? Oh non. Voilà, mais on le sait déjà. C'est idiot. Est-ce que vous voulez que je démissionne ? Mais oui, va-t'en, casse-toi. 80% des Français vont répondre va-t'en à Macron. Ça n'a pas de sens. Quelle est la question ? Il n'y a pas de question qui soit... Alors, il y a des sujets peut-être sociétaux, peut-être sur la fin de vie, peut-être sur... C'est des sujets sociétaux. C'est pas ça qui va enrayer le déclin de la France. Non, mais qui pourrait... C'est pas des réformes. Alors, les sujets sociétaux, c'est ce que je dis depuis le début. Quand on n'a plus de marge de manœuvre sur le plan politique, alors on s'occupe de l'euthanasie et de l'avortement. Ça, vous l'avez dit à plusieurs reprises, en effet. Très bien, c'est des sujets importants. Et qui intéressent les Français. Oui, mais vous c'est dites pas de la politique. Diversion ? Oui, c'est de la diversion. C'est du sociétal, c'est pas du politique. Et c'est pas ça qui enrayera le déclin de la France, qui est aujourd'hui très, très, très engagé. Enfin, vous voyez bien que l'économie est complètement à l'arrêt. On a des taux d'intérêt qui sont maintenant de la Grèce, donc l'économie, c'est quand même les PGE, les prêts garantis par l'État, les entreprises ont de plus en plus de mal à les payer. On a des traînées de poudre de faillite de petites et de moyennes entreprises. Enfin, on est obligé de réduire, par exemple, on vient de réduire un petit décret qui est passé inaperçu, le financement de l'apprentissage. On a réduit, on est passé de 6 000 à 5 000, puis de 5 000 à 2 000. Il y a de réelles implications pour les entreprises qui embauchent ces apprentis, en effet. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Avec 3 300 milliards d'euros de dette, on est complètement dans les choux. Voilà. Mais à l'inverse, une question. Donc c'est pas en s'occupant d'euthanasie que ça va s'arranger. Vous qui êtes très sévère à l'égard du président de la République, et si ça se transformait en plébiscite anti-président, un référendum... C'est le cas, bien sûr. Oui, mais du coup, il pourrait en tirer d'une certaine manière les leçons. Ça pourrait être politiquement... Il y a une déclaration de Macron il y a quelques années dans laquelle il dit « je suis comme le général de Gaulle, quand on est désavoué par une élection, on doit s'en aller ». Bon, c'est pas ce qu'il a fait. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà,
la merveilleuse formule du Christ déjà, si vous vous souvenez. Absolument. Et donc, consultation, référendum, vous dites, ça n'aura pas lieu ? Mais non, ça aura lieu, ça lui permettra de mousser, de se présenter comme ça, comme d'habitude, de montrer sa bouille à la télé et de faire croire qu'il consulte les Français, mais ça ne servira absolument à rien. Quel est le sujet ? Dites-moi quel sujet serait utile, quel référendum, sur quel sujet un référendum serait utile ? Évidemment, est très vite venue sur la table la question de la fin de vie, projet de loi qui a été complètement arrêté. C'est pas de la politique, d'accord, c'est du sociétal. Sur l'immigration, en effet, mais il semblerait que le gouvernement et Emmanuel Macron en tête n'aient pas du tout l'intention d'y aller. Et sur la fin de vie, on connaît déjà. 90% des Français sont pour qu'il y ait une nouvelle loi qui change la loi Leonetti-Claes. À quoi ça sert le référendum ? Et si vous voulez, il y a une phrase de Montesquieu qui est géniale dans l'esprit des lois. Il a évidemment raison. Il dit voilà, le peuple est tout à fait légitime quand il s'agit de choisir ses chefs, ses dirigeants. Et c'est tout à fait normal que le peuple les choisisse. Mais le peuple n'est pas bon pour faire les lois. Les lois, c'est compliqué. Faire une loi sur les retraites, c'est compliqué. Faire une loi sur l'immigration, c'est compliqué. Et du coup, si une loi est extrêmement compliquée, la question référendaire ne peut pas être une question bête et simple. C'est pas vrai. Voilà. Et regardez, le dernier référendum, sauf erreur de ma part, c'était sur le Frexit, sur l'Europe, sur la Constitution européenne. Sarkozy a été obligé de mettre le référendum de côté parce qu'il était négatif pour lui. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, renoncer. On s'est assis dessus, voilà, grandiose. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de faire des référendums. Bon, eh bien, d'accord. Leçon entendue. Donc ça ne sert à rien sur les sujets dont on connaît parfaitement la réponse, que ce soit l'immigration ou la fin de vie, on sait exactement ce que ou la quantité de travail, on sait ce que les Français vont dire. Et je ne vois pas personnellement quel sujet serait vraiment utile, serait un sujet de référendum. Parce qu'encore une fois, les lois, c'est horriblement compliqué et la question référendaire, elle est forcément très simple. Eh oui, ça colle pas. Ça ne colle pas. On fait une courte pause et on s'interrogera après sur vieillir c'est bien, mais en bonne santé c'est encore mieux. Et les chiffres sont formidables, vont dans ce sens. Sauf pour moi, mais sinon ils sont... Quelles conséquences, vous êtes dur avec vous-même. Quelles conséquences s'en tirer. Puis on parlera aussi d'une notion un peu complexe, mais avec vous on y reverra plus clair, le transhumanisme. Oui. C'est intéressant. J'ai fait un livre là-dessus, je vous raconterai, je ne vais pas vous le raconter en entier. Alors on reste ensemble, restez avec nous sur LCI, à tout de suite pour l'heure des Ferry. Retour dans l'heure de Ferry avec Luc Ferry, justement, philosophe, écrivain. Un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appuie notamment sur une étude parue juste avant le passage à la nouvelle année. Oui. La direction statistique des ministères sociaux, la DRES, c'est technique, mais qui nous le dit, l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire en bonne santé, augmente régulièrement en 2008 en France. Elle a même cru plus vite sur cette période que l'espérance de vie, malgré l'épidémie de Covid. C'est important de le noter, qui l'a affecté temporairement. Voilà les chiffres. Une femme peut espérer vivre en bonne santé jusqu'à 77 ans en moyenne et un homme jusqu'à 75 ans et demi. En bonne santé, encore une fois. C'est ça, sans incapacité. Si vous en parlez aussi, c'est que c'est un sujet qui vous touche aussi. Vous avez été professeur de biologie et de philosophie à l'Université des sciences de Paris. Oui, à Jussieu, Donc on peut mêler les deux, la biologie et la philosophie. Oui, au contraire, je pense qu'on ne peut pas faire de philosophie sans connaître les sciences. Et donc moi, ce que j'avais choisi, c'est la biologie. J'ai une vraie passion pour la biologie. J'ai préfacé un livre d'un biologiste, Jean-Marc Lemaître. Le livre s'appelle « Guérir la vieillesse » et c'est sur ces questions qu'on évoque là aujourd'hui et qui sont absolument passionnantes. L'espérance de vie, alors, elle a augmenté cette année de manière exceptionnelle. Donc là, c'est vraiment un petit bond en avant. Donc les chiffres que vous avez donnés sont les bons sur l'espérance de vie sans incapacité. C'est ça, en bonne santé. Mais l'espérance de vie tout court a augmenté aussi. C'est-à-dire que c'est maintenant 80 ans pour les hommes et 85 ans, 7 pour les femmes. La différence s'expliquant par le fait que les femmes font moins de bêtises, en gros, que les hommes, moins d'accidents mortels en voiture. Vivent peut-être plus sainement. Oui, moins de tabac, moins d'alcool, enfin moins de folie. Et ça, c'est depuis toujours. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette longévité en bonne santé, elle est liée à trois éléments. D'abord, une alimentation meilleure, aussi les pertes de poids. Faut pas trop grossir. Grossir est très mauvais, ça en perd vraiment des années de vie. Et troisièmement, c'est le sport. Et je vous explique pourquoi le sport, d'un point de vue biologique, c'est très intéressant. Quand on fait du sport, quand on vieillit, le système immunitaire
perd ses petits soldats, les lymphocytes, ce qu'on appelle les NK, les natural killers en anglais. On perd ces lymphocytes qui sont les soldats qui vont flinguer les cellules qui sont abîmées, que ce soit des cellules Covid par exemple ou des cellules cancéreuses. Voilà. Et donc le système immunitaire donc diminue, il perd ses soldats, l'armée diminue, et du coup c'est pour ça, vous le comprenez tout de suite, qu'on meurt beaucoup plus de la Covid à 70 ans qu'à 10 ans, beaucoup plus du cancer à 70 ans qu'à 10 ans, parce que le système immunitaire ne fait plus son travail. Et donc, quand on fait du sport, si on fait une demi-heure de sport par jour, ça booste considérablement le système immunitaire. Donc, si on fait du sport, on évite... alors, on dit par exemple qu'une demi-heure de sport par jour, c'est 30% de cancer en moins. Et ça a fait partie d'ailleurs des plans de prévention bien sûr. Pour lutter en effet efficacement contre ces maladies. Et là, vous avez beaucoup de gens... alors évidemment, aux États-Unis, c'est pas le cas parce que vous avez énormément d'obèses aux États-Unis. La fast-food, la mauvaise bouffe, c'est très mauvais. Voilà, et donc on a là, surtout dans les classes, je suis désolé de dire ça, mais c'est factuel, c'est pas un jugement de valeur, mais plus on va vers les classes entre guillemets supérieures, plus les gens font attention à leur poids, plus ils font du sport, plus ils font attention à l'alimentation, plus ils ont aussi les moyens de le faire, parce que tout ça, ça coûte aussi. On va dans des salles de sport, on achète les bons aliments. Bon, et c'est vrai que dans ces milieux plus élevés, on vit beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, c'est d'ailleurs une vérité depuis toujours. Mais là, ça devient de plus en plus marquant, si je puis dire. Alors, il y a un saut supplémentaire, Marie, c'est tout à fait autre chose. Et là, on parlait du transhumanisme, c'est le projet transhumaniste. Là, c'est le projet... Qu'est-ce que c'est, précisément ? Comment comprendre cette notion de transhumanisme ? J'ai un peu regardé parce que c'est compliqué. Je me suis confrontée à une notion effectivement qui m'était un peu inconnue. Je lisais que c'était une idéologie, un mouvement prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description et cette définition ? C'est trop vague. C'est trop vague. Non, c'est lutter contre la vieillesse. À ne pas confondre avec le post-humanisme. Le post-humanisme, c'est un autre projet qui est le projet de l'immortalité, notamment l'immortalité numérique. Par exemple, mon ami Laurent Alexandre a publié un livre qui s'appelle « ChatGPT va vous rendre immortel » parce que lui croit à l'immortalité numérique. Mais dans la Silicon Valley, ils y croient tous. Donc je laisse ça de côté, c'est un autre projet. Le transhumanisme, c'est vraiment la lutte contre la vieillesse. C'est pas la quête de l'immortalité, donc là il faut supprimer ça tout de suite. C'est la lutte contre la vieillesse. Vous entendez en régie la lutte contre la vieillesse. Voilà, contre le vieillissement. D'où le livre que je citais du biologiste, un très grand biologiste, Jean-Marc Lemaître, « Guérir la vieillesse ». Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas parler des maladies de la vieillesse. Bon, l'arthrite, l'arthrose, mes malheureux genoux, j'ai plus de ménisque. Bon, ça c'est pas. En fait, c'est la vieillesse qui est la maladie. C'est pas. On croit qu'il y a les maladies de la sénescence, comme l'arthrite, l'arthrose, les cancers, ce que j'ai évoqué. Bon, mais c'est pas ça. La sarcopénie, la perte de masse musculaire. Bon, c'est pas ça le problème. La maladie, c'est la vieillesse. La vieillesse, c'est une maladie. C'est ça la thèse transhumaniste. Et ils ont raison. La vieillesse, c'est la maladie. Et je vous explique en deux mots. Mais même si on n'a pas fait de biologie, on peut comprendre. Moi, j'ai fait la préface de ce livre justement pour expliquer les choses de manière très très pédagogique, pour que les gens puissent le lire. Après. Et c'est un formidable livre, mais c'est pas le mien, c'est celui de Jean-Marc Lemaître. Mais l'idée est la suivante, c'est que, je vous explique ça très vite. En 2012, un très grand biologiste qui va avoir le prix Nobel, qui était un biologiste japonais, il s'appelle Shinya Yamanaka, fait une découverte absolument incroyable, ce qu'on pensait impossible. Il arrive à reprogrammer des cellules d'adultes, en l'occurrence des cellules qu'on appelle des fibroblastes, des cellules de la peau sous la main. Il arrive à reprogrammer des cellules d'adultes, donc ce qu'on appelle les cellules différenciées, puisque dans le corps humain, les cellules, il n'y a qu'une seule cellule au départ, c'est l'œuf. Et puis après, ça se divise et ça se différencie. Les cellules de vos cheveux ne sont pas les mêmes que celles du cœur ou du foie ou des os. Il y a 220 types de cellules dans un corps humain, 220 types de tissus cellulaires. Et donc, on pensait qu'une fois que la différenciation était faite dans l'embryogénèse, rassurez-vous, ça va être très bref, mais c'est très compréhensible. On pensait qu'une fois que les cellules étaient différenciées, on ne pouvait pas les retransformer en cellules souches capables de reproduire des tissus, voire un organe. Quand vous coupez une patte à une salamandre, la patte repousse. Nous, ça ne repousse pas. Non. Pourquoi ? Parce que la salamandre a gardé ces cellules souches qu'on appelle pluripotentes, qui sont capables de fabriquer un organe. Et donc, l'idée de Shinya Yamanaka,
ils se disent, on congelait les embryons pour garder des cellules souches, on congelait les cordons ombilicaux pour garder des cellules souches, pour faire par exemple retapisser des cœurs qui ont eu un infarctus, pour remettre des cellules souches dedans pour retapisser le cœur. Bon, ça marchait très bien. Mais l'Église hurlait en disant, mais on congèle des bébés, voilà, ça faisait des personnes humaines potentielles. Et donc, Shinya Yamanaka a l'idée, mais si on pouvait reprogrammer en cellules souches originaires capables de refabriquer un organe ou un tissu entier, des cellules souches différenciées, ce serait formidable. On éviterait de congeler les personnes humaines potentielles. Et donc, il y arrive avec 4 facteurs. L'idée est géniale, mais très simple. Il s'aperçoit que dans la différenciation cellulaire, certains gènes sont surexprimés, d'autres sont inhibés. Il se dit, si je réexprimais les gènes inhibés et si j'inhibais les gènes surexprimés, peut-être que je pourrais revenir en arrière. Et il arrive avec 4 facteurs, on appelle les facteurs Yamanaka, à revenir en arrière et à refabriquer ce qu'on appelle des IPS en anglais, c'est-à-dire des cellules souches refabriquées, si je puis dire, et donc qui peuvent refabriquer n'importe quel tissu cellulaire, peut-être même un organe. Mais c'est quoi? C'est repousser les limites du temps? Oui, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, au lieu de ralentir la vieillesse, on inverse le processus du vieillissement cellulaire. Mais aux philosophes que vous êtes, est-ce que c'est philosophiquement souhaitable d'intervenir? C'est à vous de me dire. Est-ce que vous avez envie de mourir ou pas? Il y a des gens qui... En Suisse, vous avez 2... À date, aujourd'hui, non, voilà. Je n'ai pas envie de mourir. Mais est-ce que le processus normal du vieillissement je suis beaucoup plus vieux que vous et je n'ai pas du tout envie de mourir. Oui. Ma maman a 100 ans, elle vient d'avoir 100 ans, elle n'a pas du tout envie de mourir. Alors après, il y a des gens qui sont, on appelle en Suisse les fatigués de la vie, qui vont à Exit ou Dignitas et qui sont... très bonne santé physique, mais qui en ont marre de la vie et qui veulent mourir. Et en Suisse, c'est autorisé. Le suicide assisté est autorisé. Bon, chez nous, ça n'est pas encore autorisé. J'espère que ça ne le sera jamais. Mais là, c'est une question... Il y a plein de questions philosophiques qui se posent. Par exemple, il y a des gens qui disent, j'ai des amis philosophes qui me disent, mais par exemple, si on vivait 200 ans, imaginons qu'on vive 200 ans, c'est pas le cas aujourd'hui, mais imaginons. Non, on est loin, mais... Non, mais enfin, on arrive quand même à 120 ans. Bon, pas tous, mais certains humains sont arrivés à 123 ans. La doyenne de l'humanité vient de mourir, elle avait 116 ans. 116 ans. Voilà. Et donc, on peut arriver jusque-là. Mais imaginons qu'on aille même à 150 ans. Voilà. Et je pense que dans 50 ans, ce sera évidemment le cas. Est-ce que le fait de vivre très longtemps ne va pas nous rendre paresseux, par exemple? Il y a des gens qui disent ça, parce que est-ce que c'est pas l'urgence de cette fragilité de la vie, cette urgence, cette mort qui se profile pour nous constamment à l'horizon? Est-ce que c'est pas ça qui nous fait construire des civilisations, des œuvres d'art, des bâtiments, que sais-je encore, enfin travailler, quoi. Donc pour vous, vous n'y voyez qu'une formidable je trouve nouvelle. Ça génial. Oui. Alors évidemment que les politiques ne s'y intéressent pas. Pourquoi? D'abord parce qu'ils connaissent rien en biologie et que la science ne les intéresse pas. Et ils ont tous fait Sciences Po ou le droit, ou quasiment tous. Là, il y a quelques exceptions, mais la science ne les intéresse absolument pas. Mais évidemment, imaginons qu'on vive 150 ans, ce qui sera le cas dans 30 ans, dans 40 ans. C'est ça, vous êtes convaincu de cela? Mais c'est une évidence, c'est factuel, c'est une évidence. Vous savez, je ne vais pas y revenir, mais aujourd'hui, on a une autre stratégie de lutte contre la vieillesse, c'est ce qu'on appelle les sénolytiques. Il y a en gros 5 molécules sénolytiques qu'on connaît très bien, comme la rapamycine par exemple. Quand vous donnez, et ce sont des molécules qui tuent les cellules sénescentes. Les cellules sénescentes sont des cellules qui ne se divisent plus, mais qui ne meurent pas. Normalement, elles devraient mourir. Mais comme le système immunitaire a vieilli, quand on passe 50, 60 ans, 70 ans encore plus, de même qu'il n'élimine plus les cellules cancer ou Covid, il n'élimine plus les cellules sénescentes. Elles se multiplient dans l'organisme et elles produisent toutes les saloperies de la vieillesse. Arthrite, arthrose, sarcopénie, cataracte, cancer, etc. Sur les souris, écoutez ça, quand on donne ces sénolytiques, ça veut dire en grec des molécules qui détruisent les cellules sénescentes. Quand on donne à une souris ces sénolytiques, elle vit 30% plus longtemps. Vous pouvez le vérifier en 3 secondes sur Internet. 30% plus longtemps, c'est... Et beaucoup mieux. Pas de cataracte, pas de perte de masse musculaire. Je pourrais vous les montrer, les photos de souris traitées. Et donc, moi je dis, mais attends, la vieillesse, c'est quand même... On parle du bien vieillir, mais c'est pas vrai. On vieillit plus ou moins bien, mais de toute façon, la vieillesse est une saloperie. La vieillesse est une saloperie. Évidemment. Mais si vous interrogez, je fais un sondage comme ça, la perspective de vivre jusqu'à 150 ans, on n'y est pas. En bonne santé, en jeune. En jeune et en bonne santé. Vous êtes sûr que... Si je vous arrête à 40 ans, mais vous pouvez toujours vous suicider. Si vous en avez marre de la vie. Moi, si je vous arrête à 40 ans,
Voilà, et que après vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez, quand je dis que la vieillesse est une saloperie, je le sais. J'ai eu 74 ans hier, et donc je sais très bien que ça s'arrange pas. C'est pas vrai. On vieillit plus ou moins mal. Mais la seule chance qu'on a, c'est de mourir avant le naufrage. Oui. Mais de toute façon, le naufrage, quand vous regardez les cellules, les neurones d'un vieillard de 100 ans, ça ressemble à un rognon de veau qu'on n'a pas épluché. C'est normal qu'on ne trouve plus le nom du voisin. L'image est appétissante. Mais vous dites que nos responsables politiques ne s'y intéressent pas. Non, ils sont nuls en sciences. Mais c'est peut-être une erreur aussi, parce que pardonnez-moi de revenir à des considérations économiques. Bien sûr. Mais ça peut être aussi un argument pour eux. Évidemment, oui, sauf que... En tout cas pour ceux qui défendent. Imaginons qu'on vive même 20 ou 30 ans de plus, ce qui sera évidemment le cas, c'est une certitude. Et là, il faut regarder les sciences. Bon. Et là, dans mon livre sur le transhumanisme, je cite des très grands biologiques, pas des Donald Trump, pas des Barjot ou des Elon Musk, bon, pas des Barjot de la Silicon Valley, je cite des très très grands scientifiques qui travaillent là-dessus sérieusement. Bon. Et donc, voilà, imaginez qu'on vive 30 ans de plus, imaginez la réforme des retraites. Oui. Qu'est-ce que ça donnerait ? Ça crée problème politique. Oui. Est-ce que les Français voudraient travailler 20 ou 30 ans de plus pour payer la retraite par répartition ? Vous voyez, c'est pour ça aussi que les politiques ne s'y intéressent pas, parce que augmenter la longévité, même en bonne santé, ça posera beaucoup de problèmes politiques. Parce les écologistes vous diront, mais la démographie, là, c'est épouvantable. Le droit à vivre sa retraite en bonne santé, d'en profiter aussi, c'est un vrai sujet. Bien sûr. Aujourd'hui. Bien sûr. Et qui... Moi, je pense que, vous savez, je vois, vu mon âge, je suis quand même de plus en plus entouré de vieillards. Bon, mais je vois quand même la vieillesse. C'est vrai que c'est quand même épouvantable. Bon, mais c'est quand même mieux que la mort, quoi. Et je vois beaucoup de gens qui sont vieux, qui sont même un peu impotents, qui commencent à avoir des difficultés à marcher, mais qui n'ont pas du tout envie de crever. Voilà. Et donc, si on pouvait stopper la vieillesse, guérir la vieillesse, comme dit le livre de Jean-Marc Lemaître, moi, je pense que ce serait une très, 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 très bonne nouvelle. En tout cas, pour moi, à coup sûr. Je pense pour la majorité des gens. Et puis, par amour. Et quand vous aimez quelqu'un, même s'il est très vieux, vous n'avez pas envie qu'il meure. Donc vous avez envie de le garder. Vous avez envie de le garder, mais en bonne santé et dans de bonnes conditions. Bien sûr. S'il s'agissait d'augmenter la vieillesse, ce serait une catastrophe. S'il ne s'agit pas de fabriquer un peuple de gratteux en fauteuil roulant, c'est pas la peine, il y en a déjà assez comme ça. Voilà, donc je pense à moi, évidemment, mais... Mais non, arrêtez, 74 ans, c'est le début aussi d'une nouvelle vie. C'est le début de la fin, je peux vous le garantir, vous verrez. Oui, mais avec aussi une inquiétude quant à une vieillesse parfois douloureuse, ça aussi c'est une réalité. C'est pour ça que l'idée c'est de guérir la vieillesse, parce que, encore une fois, si on guérit la vieillesse, on guérit les maladies de la vieillesse. Alors, bon... Là, on en parle comme ça en 10 minutes. J'en parle très vite et probablement pas bien. Mais lisez ce livre de Jean-Marc. Non, mais avec beaucoup de passion. Et j'avoue, j'ignorais vos connaissances en biologie. Et c'est vrai que de comprendre que la philosophie et la biologie peuvent s'entremêler et ne peuvent finalement pas s'étudier de manière parallèle, c'est intéressant de le noter. Ah, c'est passionnant. Et moi, ça fait 15 ans que je travaille sur l'intelligence artificielle, aussi d'un point de vue purement scientifique, parce que je ne veux pas faire un livre de philo comme ça, ou des types le prof de philo qui écrit sur l'IA sans rien y connaître. Merci, c'est pas mon cas. Ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, mais en ayant la base scientifique. Je pense qu'il n'y a pas de philosophie sans science. C'est pas sérieux de pas s'intéresser aux sciences. Les très grands philosophes étaient tous aussi des très très bons scientifiques. Kant connaissait admirablement les mathématiques, il connaissait très bien la géographie. Bon, voilà, il connaissait très bien la physique de Newton par cœur. Bon, et donc voilà, les grands philosophes étaient de leur temps, évidemment, dans leur temps, étaient aussi des grands scientifiques. En tout cas, ils avaient une très bonne culture scientifique. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Aujourd'hui, on a des profs de philo qui ne connaissent pas les sciences, mais c'est très dommage parce que c'est pas sérieux. Hegel disait, il a une phrase géniale, il dit « La philosophie, c'est son temps saisi dans la pensée ». Ihre Zeit in Gedanken erfasst, en bon allemand. Son temps saisi dans la pensée. Notre époque, c'est aussi l'époque de la science. Et qu'on ne peut pas faire sans elle, et on ne peut pas avancer sans elle. On ne peut pas comprendre le monde sans connaître la science, c'est pas possible. Alors moi, j'ai choisi plutôt la biologie que la physique, parce que c'est une science très humaine, parce que c'est aussi la médecine, mais je trouve que j'ai pas arrêté depuis 30 ans à travailler dans ce domaine, et donc, je suis pas biologiste, mais je comprends ce que font les biologistes et les médecins. Voilà. J'essaie de trouver une transition adéquate, je l'ai pas trouvée. Il a 78 ans. Je ne dis pas qu'il est gâteux, mais le président élu a 78
78 ans. Il aura donc 82 ans quand il quittera la Maison-Blanche. Lui aussi pousse un peu les limites. Alors Joe Biden était un peu plus... J'aime bien lui aussi. Vous pensiez à moi, c'est ça? Pas du tout. Vous interprétez. Mais s'intéresser effectivement sur son investiture qui aura lieu dans moins de 15 jours maintenant, et des événements qui ont marqué aussi la semaine aux États-Unis avec cet attentat à la Nouvelle-Orléans. S'intéresser aussi peut-être avec beaucoup de prudence, mais à l'explosion, vous savez, de cette Tesla, propriété d'Elon Musk, devant un hôtel Trump. Est-ce que vous diriez que c'est l'illustration d'une Amérique plus fracturée que jamais? Ah oui, là, moi j'ai enseigné aux États-Unis pendant des années, je connais vraiment les États-Unis, j'y ai vécu. Et là, on a une fracture, on a deux États-Unis qui se détestent absolument, mais au moins c'est deux blocs, c'est pas comme en France 6 blocs, c'est deux blocs. C'est vraiment plus simple, pas forcément. Si, c'est quand même plus simple. Et je pense une chose, vous savez, Léon Blum faisait une distinction qui est très profonde entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et au fond, ce qu'il voulait dire, c'est que dans la conquête du pouvoir, on fait beaucoup de promesses, on dit beaucoup de bêtises, mais dans l'exercice, une fois qu'on y est, on est en responsabilité, c'est autre chose. Et je crois que ces catégories de Léon Blum, elles sont particulièrement pertinentes pour un type comme Donald Trump, qui est capable de mentir comme un fou furieux, de raconter n'importe quoi pendant la campagne électorale, mais qui, une fois au pouvoir, se révèle être beaucoup moins mauvais qu'un Joe Biden. Et beaucoup plus pragmatique. Et beaucoup plus sérieux. Sauf que de récents propos qui datent de cette semaine vous démentent un peu. Après l'attentat à la Nouvelle-Orléans, il a quand même publié sur ses réseaux sociaux que les criminels qui arrivent sont bien pires que les criminels que nous avons dans notre pays. Il faisait immédiatement lien avec l'immigration, alors que le terroriste abattu était américain, né au Texas. Ça ne l'empêche pas, finalement, d'énoncer des contre-vérités. Marie, je suis désolé, c'est pas pour le défendre, mais Daesh, c'est quand même de l'immigration intellectuelle, même si c'est pas de l'immigration au sens de la carte d'identité, mais c'est quand même de l'immigration intellectuelle. C'est quand même quelqu'un, même si c'est un militaire américain qui est né aux États-Unis et qui n'est donc pas un immigré, et qui était parfaitement inséré, il s'est radicalisé ces derniers temps, et ça l'enquête. Néanmoins, sa tête fonctionne avec Daesh. Voilà. Donc alors évidemment que c'est idiot de dire ça, c'est ce que je veux dire. Mais on est d'accord dans la campagne électorale, et puis tant qu'il n'est pas au pouvoir, voilà. Mais le plus dangereux, c'est Elon Musk, c'est pas lui, parce qu'Elon Musk, vraiment, là, pour le coup, je suis désolé de le dire, mais il déconne vraiment. Quand il dit que le Premier ministre anglais est un tyran, que c'est une dictature, c'est idiot. Et quand il défend l'AfD en Allemagne, c'est pas, quand on est ministre, quand on est aussi proche d'un président aussi important que Donald Trump, que les présidents américains, quel qu'il soit, on ne s'attaque pas comme ça sans réfléchir à l'Allemagne ou à l'Angleterre. Sauf qu'il est de toutes les conversations, il est de tous les rendez-vous diplomatiques. Ça va retomber sur Trump assez rapidement, parce que ce type est quand même encore plus cinglé que Trump, si c'est possible. Ça vous dit que c'est une présence c'est une présence dangereuse, problématique et dangereuse. Oui, parce qu'il est tout sauf diplomate. Voilà. Et donc, on ne peut pas insulter comme ça l'Angleterre, qui est quand même un partenaire de toujours historique des États-Unis. On ne peut pas non plus insulter comme ça le chancelier allemand. Donc, c'est pas raisonnable ce que fait Elon Musk. Il faut qu'il apprenne quand même, quand on devient ministre ou quand on devient aussi proche du président de la République, du pays le plus important du monde, on apprend quand même à fermer sa gueule aussi. Voilà, il faut quand même qu'il se calme. La nation américaine, vous dites, peut-elle survivre à cette fracture ouverte ? Quand vous voyez ce qui est en train de se passer, de ces deux blocs, justement? Survivre, oui, forcément. De toute façon, les États-Unis ne vont pas disparaître. Mais c'est vrai qu'on est là aussi dans une société de la haine. Et de la très grande violence. Et la très grande violence. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Elle s'est construite là-dessus. Voilà. Elle s'est construite là-dessus. Et regardez la violence à l'égard des Native Americans, comme on dit là-bas, les Indiens, à l'égard des Noirs. Tout ça, quand même, c'est un pays qui a été... Et puis le fait que tout le monde soit armé, ou quasiment tout le monde puisse l'être, en tout cas, c'est un pays qui est extrêmement violent. Moi, j'ai enseigné beaucoup là-bas, j'ai enseigné à Brown, à Providence, par exemple, petite ville comme ça, adorable, mignonne comme tout, petite université absolument charmante, une des meilleures universités des États-Unis, mais il y avait des violences, des meurtres, des assassinats qui étaient beaucoup plus fréquents et beaucoup plus violents que dans n'importe quel pays civilisé. Voilà, c'est très étonnant de ce point de vue-là. Vous pointiez du doigt la responsabilité d'Elon Musk. Une question que j'aimerais ouvrir avec vous, presque philosophique aussi, propriétaire du réseau social X. Oui, c'est pas normal.
X, c'est un outil très utilisé par nos politiques, qui se répondent quasi en direct, ils publient des communiqués, Bruno Retailleau, mais je pourrais en citer des dizaines d'autres, le président de la République lui-même. Il y a un mouvement, alors qui est à ses débuts, mais de presse quotidienne, je pense à Ouest France, il y a d'autres journaux qui décident de quitter ce réseau social. Est-ce que vous pensez que cette question est légitime aujourd'hui, de se poser cette question de quitter ce réseau social? Bon, moi, je ne suis pas un grand journal, mais je l'ai quitté. J'ai quitté Facebook et j'ai quitté X. Twitter, donc je pense Elon Musk avait une idée que je partage totalement depuis très longtemps, et c'était son projet au départ, c'est de faire comme sur Amazon Prime, c'est-à-dire de demander la carte de crédit, c'est-à-dire mettre un tout petit prix à payer pour être sur le réseau X, et y avoir droit. De telle sorte qu'on lève l'anonymat. Et moi, je suis un fanatique défenseur de la levée de l'anonymat dans les démocraties. Je ne dis pas pour la Chine, c'est autre chose, mais dans les démocraties. Et donc, dans les démocraties, je trouve absolument scandaleux qu'on puisse se cacher derrière un pseudo pour insulter, pour défendre des propos antisémites, racistes, des appels au meurtre, etc. Et donc je pense qu'il faut... Et c'était l'idée d'Elon Musk. Alors je ne sais pas pourquoi il a renoncé. La Commission européenne a tenté de réguler les choses, mais c'est vrai que force est de constater que ça reste encore... c'est rien. Effectivement, quand vous dites le déversement de haine... voilà. Et c'est très triste parce que ces réseaux sociaux auraient pu être une nouvelle Aufklärung, un nouvel âge des Lumières, un nouveau partage de connaissances, de conversations comme on a ici entre nous, tous les deux. Bon, ça aurait pu être ça, mais avec à l'autre bout du monde. Alors que c'est devenu le déversoir de la haine, du complotisme, des fake news, voilà. Et ça, c'est à cause de l'anonymat. C'est entièrement à cause de l'anonymat. Parce que quand les gens signent de leur nom, alors évidemment, il y a des gens qui disent, mais on peut savoir qui est derrière le pseudo, etc. Non, on peut pas, parce qu'il y a des milliards de posts par jour. Des milliards, évidemment. Donc, du coup, ça supposerait des milliards de policiers, ou en tout cas des millions... d'enquête et pour revenir aux adresses IP, par exemple. Je prends toujours l'exemple de la petite Mila qui avait dit des choses, qui avait insulté l'islam, qui a reçu 70 000 menaces de mort et de viol dans des épouvantables, l'horreur absolue. En quoi? En 3 mois. Ben là, on ne peut rien faire, on a arrêté. Moi, j'ai reçu aussi, pas prendre mon cas, mais en plus, les tribunaux ne punissent pratiquement pas. C'est des rappels à la loi, c'est des peines avec sursis, c'est pas suffisant. Il faut lever l'anonymat, il faut punir les menaces de mort et de viol et les insultes antisémites et racistes sur les réseaux. Sauf que son poids ne se dément pas. Le poids d'Elon Musk, on a vu passer ce 200 tweet. 200 millions de followers. Regardez ce nombre d'utilisateurs. En avril 2024, la première place évidemment aux États-Unis, 106 millions d'utilisateurs. Japon, 69 millions. Inde, 25 millions. En France, on est environ à 15 millions. C'est énorme. Et c'est 250 millions d'utilisateurs quotidiens. C'est gigantesque. Juste vous soumettre, et je disais, des groupes de presse, notamment Ouest France, de Guardian, se sont retirés du réseau social. Ouest France dit, dans l'état actuel des choses, il nous semble en effet ni judicieux ni opportun d'alimenter ce réseau, tant de sérieuses garanties ne sont pas déployées face à la désinformation. Voilà ce qu'ils dénoncent. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais je trouve qu'ils ont 1000 fois raison, parce que le grand problème, c'est que maintenant, presque aux États-Unis, presque 70%, en tout cas 60% des Américains ne s'informent que via les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour l'essentiel X et Facebook, Meta. Et donc, c'est extrêmement dangereux, parce qu'encore une fois, c'est des déversoirs non seulement de haine et d'agressivité, mais aussi de fake news, de complotisme et de n'importe quoi. Donc, ça veut dire que là, les vrais... Et je pense que c'est très bon pour vous, les journalistes, parce qu'on va revenir à la signature. Absolument. Voilà. Et c'est très bon pour vous. Sauf que, je me permets aussi de le dire, et d'une observation, moi j'en ai été utilisatrice et je le suis toujours, avec forcément beaucoup de prudence. Bien sûr. Mais ça a produit le meilleur aussi. Ça a été un formidable outil. Ça a été, comme vous dites, vous le mettez à l'imparfait ou au passé composé, parce que ça l'a été, mais ça ne l'est plus, parce que c'est concurrencé, encore une fois, par cette haine, ces fake news. Bon. Et donc je pense que la levée de l'anonymat permettrait de revenir. C'était ça l'idée d'Elon Musk quand il a racheté Twitter, c'était de lever l'anonymat, donc avec un tout petit prix à payer, c'est pas pour qu'on ait la carte de crédit, qu'on ait voilà, ce qui permettrait de rendre responsables ceux qui tweetent ou qui mettent des posts sur Facebook. Voilà, quand on signe soi-même, on est beaucoup plus responsable que quand on se croit protégé par un pseudo, même si on n'est pas absolument protégé, on l'est quand même à cause du nombre
de postes. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas aller regarder des milliards de postes tous les jours, ce n'est pas possible. Luc, on arrive aux dernières minutes de cette émission. Une image de la semaine ou peut-être une image de la semaine prochaine. Mardi prochain, on fêtera les 10 ans de l'attentat Charlie Hebdo. Oh là là, oui, en effet. Qu'est-ce que ça a changé selon vous, cet attentat? On rappelle 12 personnes tuées dans ce journal, des caricatures du prophète Mahomet, ses frères Kouachi qui débarquent au petit matin pour provoquer un massacre. Ça vous évoque quoi, ces 10 ans? Est-ce que les choses ont changé après cet attentat? Oui, mais en mal. Je pense que Elisabeth Badinter a raison. Je lisais là encore un papier, décidément, je la cite souvent. Elle a raison, elle dit que la peur a gagné, la peur l'emporte. Et on le ressent tous, surtout dès qu'on est en public, ce qui est le cas, par exemple, aujourd'hui, en ce moment, quand on en parle. On sent très bien qu'on est obligé de constamment d'enrober, de limiter ses propos. 80% des professeurs ont peur aujourd'hui quand ils font un cours qui risque de susciter ce qui est arrivé à Samuel Paty, ou à Dominique Bernard, rappelons leur nom. Et donc, je pense que la peur l'a emporté. Et donc, c'est très facile de dire « Ah, mais il faut être courageux, etc. » Mais dès qu'on dit quelque chose qui ne plaît pas aux islamistes, on prend des menaces de mort et qui sont quand même sérieuses, on l'a vu, hélas. Donc je pense qu'en effet, cette question de la peur est devenue absolument centrale. Il y a un avant-après Charlie Hebdo, mais un après beaucoup plus sombre, diriez-vous? Bien sûr, et après Nice, et après l'assassinat du père Hamel, etc., et tant d'autres. Je regardais le compte des victimes, mais c'est invraisemblable. Les victimes de l'islamisme dans les pays démocratiques, c'est considérable. Et donc, regardez ce qui s'est passé en Allemagne, regardez ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, même si c'était un militaire américain, c'était quand même un émule de Daesh. Et donc et donc je pense qu'on a tous peur quand on est en public et qu'on ne peut pas faire autrement. Ou professeur, moi c'est surtout ça qui me désole, c'est le fait que des professeurs aient peur de faire un cours sur la Shoah ou sur la liberté d'expression. Ouais. Et donc je pense que là, la réaction des pouvoirs publics n'est pas suffisante. Et j'en profite pour dire que je suis très content que, puisque Dany n'est pas là, de dire que je suis très content que Retailleau soit là où il est. Retailleau maintenu au ministère de l'Intérieur. Sur les professeurs, justement... Oui, c'est ça qui m'inquiète le plus. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, vous savez, a voulu lancer un livret sur les caricatures, justement pour tirer peut-être les leçons. Il y a eu cette espèce de mal-donne et d'incompréhension. Voilà, mais elle le dit, ce livret, ça sera sans Mahomet, Jésus ou le pape. C'est-à-dire que, on essaie... Il n'y a plus rien. Oui, il n'y a plus rien. Oui, dans ce cas-là, c'est très bien. Ça veut dire que ça confirme exactement ce que je vous dis, c'est qu'on a peur. Et donc, on a peur d'affronter aujourd'hui l'islamisme. C'est pas la peine de tourner autour du pot. On a peur, à juste titre, d'affronter l'islamisme. Moi, mon vieil ami Robert Redeker, il est toujours protégé par la police. Et c'est vrai que c'est quand même, quand ça vous tombe dessus, c'est épouvantable. Et donc, on ne peut pas ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, c'est ça le terrorisme. On oublie toujours terroriste, il y a terreur. C'est la terreur et le fait qu'il, au final, gagne. Mais bien sûr, la peur gagne toujours parce que c'est en effet terrorisant. Alors qu'évidemment qu'il faut lutter contre, mais c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, il faut que nos professeurs soient beaucoup, beaucoup plus protégés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ouais. Autrement dit, il faut que les sanctions contre les menaces sur les réseaux sociaux notamment, mais les menaces aussi à la sortie du collège, par exemple, soient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réprimées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et beaucoup plus efficaces. L'historien, juste rapidement, Laurent Bill, se confie dans le Figaro. Il le dit, le combat des caricaturistes a changé. Ils doivent à présent lutter contre l'indifférence ambiante et non plus la censure législative. Vous êtes d'accord avec ce constat ou... Oui, mais encore une fois, j'y reviens, pardon, je radote, mais je crois qu'ils doivent surtout lutter contre la peur. C'est-à-dire que si vous risquez votre vie parce que vous faites une caricature, vous y réfléchissez 2 fois avant d'y aller. Et c'est pareil, encore une fois, dans l'enseignement. Et ça me désole, parce que l'enseignement, vraiment l'objectif des frères musulmans, c'est de museler l'enseignement laïque. C'est vraiment un objectif affiché depuis toujours. Et donc, peut-être qu'on combattu reparlera. Par nos autorités, mais peut-être pas assez. Pas assez, parce que encore une fois, il faut que les sanctions en cas de menace d'un professeur ou d'un élève soient beaucoup, beaucoup, ou même n'importe quelle sanction, n'importe quelle menace de mort sur les réseaux sociaux devrait être punie beaucoup, beaucoup plus que ça. Et là, on revient à l'affaire, parce que c'est quand même beaucoup les réseaux sociaux aussi. Bien sûr, Et on revient à l'affaire de l'anonymat. Moi, je suis à la fois pour qu'on lève l'anonymat, mais pour que les sanctions
sanctions soient réelles contre les menaces de mort, contre quelqu'un qui a simplement dit ce qu'il pensait. Et on est à cette heure très loin du compte. Luc Ferry, merci beaucoup pour cette heure. Restez sur LCI, justement, document exceptionnel. Charlie Hebdo, 10 ans après, il raconte l'horreur. C'est dans quelques minutes sur LCI. Restez avec nous, on se retrouve juste après.